Les élucubrations d'Hermeline sur Radio U 101.1 FM. C'est dimanche, il est 21h à Brest. Vous êtes à l'écoute de Radio U sur 101.1 FM. Chers auditeurs, bonsoir. C'est l'heure des élucubrations d'Hermeline. Et vous, quel est votre souvenir vintage un dimanche sur deux sur Radio U 101.1 FM au 02 98 03 82 61 pour ceux qui voudraient témoigner, réagir, intervenir. Alors ce soir, nous passons juste après Rock et Boomers, qui était une émission consacrée aux années 80 et 90, donc une émission hyper vintage, dans le thème de mes élucubrations. Merci Loïc, qui anime Rock et Boomers, si tu m'entends Loïc. Alors cet été, je vous l'ai déjà expliqué, les élucubrations d'Hermeline vous proposent une série de 4 émissions originales, parce que le 9 septembre à 20h, je serai sur scène à la Comédie du Finistère aux Ateliers des Capucins à Brest pour mon premier Seul en scène. Un spectacle dont le prolongement de l'émission Les élucubrations d'Hermeline et vous, quel est votre souvenir vintage sur Radio U 101.1 FM. 1h15 intimiste et interactive avec le public. Alors le spectacle sur scène est mis en scène avec Hugo Laborie, mon prof d'impro à la Comédie du Finistère, que j'ai eu déjà l'occasion d'inviter en juin en replay sur Radio U. Et puis j'ai eu cette idée cet été d'inviter et de partager avec vous une expérience, chers auditeurs, une expérience inédite en radio, la mise en scène audio. Et pour cela, j'ai fait appel à 2 artistes metteurs en scène avec lesquels j'ai été en stage à la Maison du Théâtre à Lombez-Zélec à Brest. Alors, la semaine dernière, il y a 15 jours, j'étais avec Steve Brudet-Nelson, enseigneur qui a fondé le Théâtre de la Coche à Brest. Et ce soir, comme le 12 juillet, je suis avec Delphine Vespier qui a fondé la compagnie Batailla et qui sait comment porter haut le texte. Bonsoir Delphine. Bonsoir Isabelle. Alors Delphine, ce soir est au téléphone. On va poursuivre ensemble la mise en scène audio de Hermine, seule en scène. Et vous, quel est votre souvenir vintage ? Alors Delphine, la loi dramaturgique, on va quand même commencer par ça, répond à 3 questions à se poser qui sont fondamentales. Quoi ? Comment ? Pourquoi ? N'est-ce pas ? Tout à fait. On va y revenir un peu plus tard. Et également à l'intention, alors ça c'est quelque chose qu'on a déjà pas mal abordé le 12 juillet toutes les deux. L'intention, toujours et encore, c'est vraiment le nœud gordien. La transmission du message de l'auteur plus un message personnel, c'est ce qui conduit à une justesse sur scène. Alors avant de commencer, t'es d'accord avec tes propos ? Oui, je suis d'accord. C'est déjà pas mal, C'est pas ce qu'on peut. Bon, donc mes notes n'étaient pas si à côté de la plaque alors. Alors porter haut le texte, c'est aussi suivre le texte. Et veiller en particulier donc à la ponctuation comme un repérage géographique, dis-tu, qui permet de réguler la vitesse de lecture et de respirer et d'éviter tout contresens. Alors, avant de commencer avec moi, mon texte et mes souvenirs vintage, je propose d'approfondir avec ton texte, un texte à toi que tu as mis en scène, Ulysse de James Joyce. Et bien, Delphine, à toi, je te laisse la parole. Donc, comment porter haut un texte de James Joyce ? C'est pas n'importe lequel. Voilà, la mise en scène était de Luc Jaminet, mais c'est un texte, c'est donc Molly Bloom, c'est le dernier chapitre d'Ulysse. Et c'est donc un monologue de pensée intérieure. Très bien. Donc, voilà. C'était étouffant aujourd'hui. La pluie était délicieuse, juste à la fin de mon premier sommeil. Oh, j'avais cru que ça allait faire comme à Gibraltar. Bonté divine, quelle chaleur avant que le Mistral n'arrive, noir comme la nuit, et le rocher qui était blafard, et les moustiquaires, et l'odeur de l'eau de pluie dans les réservoirs. On guette le soleil qui tout le temps vous brûle, il a tout fané. Cette jolie robe que l'ami de papa m'avait envoyée, je sors d'un bon bain chaud et me sens comme un chien bien propre. Je donnerais tout au monde pour revenir à Gibraltar et vous entendre chanter dans le vieux Madrid.
Oui, il était malade de rire quand j'imitais le chien qui aboyait. J'étais comme dans un bain de vapeur. Ma chemise mouillée par la sueur collait entre mes fesses et j'étais assise et je me levais, elles étaient si grasses et si fermes quand je me mettais debout sur les coussins du divan. Seigneur, comme tout ça est loin. Ça paraît des siècles. Et jamais de visite ni de lettre. Rien que sa lettre. Et la carte de Milly ce matin. Ah, voyez ça, à lui, elle écrit une lettre. J'aimerais tant que quelqu'un m'écrive une lettre d'amour. Il n'y a pas grand-chose dans la sienne. Et je lui avais dit qu'il pouvait m'écrire ce qu'il voulait. Bien à vous, Hugues Boylan. Pourtant, je pense que s'il l'écrivait, il aurait eu un peu de vrai. Enfin, vrai ou pas vrai, ça vous remplit vos journées et votre vie. Je pourrais écrire la réponse dans mon lit pour qu'il puisse m'imaginer. Courte, quelques mots. Tout est facile pour eux. Mais quand vous êtes une femme, dès que vous êtes vieille, on ferait aussi bien de vous jeter tout de suite aux ordures. La première lettre, ça a été celle de Meulvet, un admirateur. Il l'avait signée. J'ai failli sauter au plafond. J'avais envie de le cueillir quand je l'ai vu me suivre le long de la Cahiers Réal dans la vitre du magasin. Il m'a touchée légèrement en passant. Je ne croyais pas qu'il m'écrirait pour me donner un rendez-vous. Je l'ai portée dans mon cache-corset toute la journée. Je la lisais dans tous les coins et recoins. C'était le premier homme qui m'ait embrassé sous le mur des morts. Mon amant, mon jeune amant. Et je n'avais pas encore la moindre idée de ce qu'était qu'un baiser jusqu'à ce qu'il mette sa langue dans ma bouche. Sa bouche était toute douce, jeune, mais ça a été trop court et la veille de son départ, il voulait toucher avec son, rien qu'un instant, mais j'ai pas voulu. J'ai pas voulu le laisser faire. Il était affreusement contrarié. D'abord par crainte de, on ne sait jamais, la tuberculose ou bien me laisser seule avec un enfant, embarazada. Cette vieille domestique Inès m'avait dit que même une goutte, si ça entrait le moins du monde, après j'ai essayé avec une banane, mais j'avais peur qu'elle se casse et qu'un bout reste perdu quelque part en moi. Oui, il est parti pour l'Inde. Il devait écrire les voyages de ces hommes-là qui sont obligés de faire jusqu'au bout du monde et autant pour revenir, c'est le bien le moins qu'ils puissent serrer une femme ou deux dans leurs bras pendant qu'ils peuvent avant de partir pour être noyés ou exploser quelque part. Encore ce train, note plaintive dans le soir où tout n'est que folie. Ici, fermez les yeux, respirez, les lèvres tendues, baiser offert, regard triste, ouvrir des yeux grands, en sourdine. Le désir vous hante, un peu partout. Je déteste ce peu par ces deux mots, ces mots d'amour. J'enverrai ça à pleine voix la prochaine fois. Et sa bande de miolas, señorita ceci, señorita cela, une collection de pétasses qui se trémoussent à parler politique, elles s'y connaissent comme mes fesses. Qu'est-ce qu'elle ne ferait pas pour se rendre intéressante? Beauté de pure fabrication, irlandaise, fille de soldat. Je sais, oui. Et vous de qui? Des cordonniers ou des brises-trottiers? Mille excuses, coachée. Je te croyais brouette. Elles en tomberaient raides mortes par terre de saisissement si elles avaient jamais eu la chance de descendre l'Alameda au bras d'un officier, comme moi, le soir de la musique militaire. J'ai du feu dans les yeux, j'ai la poitrine qui... Oh, ce qu'elles n'ont pas, c'est la passion. Dieu les bénisse, les pauvres créatures écervelées. J'en savais plus long à 15 ans sur les hommes et la vie qu'elles à 50. Gardner disait qu'aucun homme ne pouvait voir ma bouche et mes dents quand je souris comme ça, sans penser à ça. Qu'elles commencent donc par dégoter un mari montrable et une fille comme la mienne, et qu'elles essayent pour voir si elles peuvent allumer un chic type et friqué comme Boylan, qui peut le faire 4 ou 5 fois de suite. J'aurais pu être une prima donna,
si je ne l'avais pas épousé. Ces mots d'amour, voix profonde, le menton rentré, pas trop, ça le ferait double. Le nid de ma bien-aimée est trop long pour le donner en supplément. Ah oui, je chanterai vent qui soufflait du sud. Je changerai cette dentelle sur ma robe noire pour mettre mes nichons en valeur et oui, bon Dieu, oui, je ferai raccommoder ce grand éventail pour qu'elles en crèvent toutes de jalousie. Je sens que j'ai besoin de... Je sens que j'ai un vent. Alors préférable d'y aller doucement, même pour lâcher un paix. Oh Seigneur, ou faire la moindre chose, mieux vaut, oui, retenir comme ça, un peu sur le côté, piano, piano, doucement, murmure. Le train très loin, pianissimo, murmure. Encore un je t'aime. Ça m'a soulagée. Elle ne retenait jamais un vent, ni par derrière, ni par devant. Qui sait si cette côtelette de porc que j'ai mangée avec ma tasse de thé après était tout à fait fraîche par cette chaleur. En tout cas, elle n'avait pas d'odeur particulière, j'en suis certaine. Ceci dit, le bonhomme de la charcuterie ne me dit rien qui vaille. Si je prenais un peu de poisson pour demain, ou aujourd'hui, est-ce vendredi ? Oui, j'en prendrai. Et une crème avec de la confiture de cassis, comme autrefois. Pas ces peaux mélangées, prunes et pommes. Je déteste les anguilles à cause des arêtes. De la morue. Oui, je prendrai un joli morceau de morue, mais toujours j'en achète pour 3. J'oublie. En tout cas, j'en ai assez de cette éternelle viande de boucherie, côtelettes dans le filet, et jarrets de bœuf, et aloyaux, et colliers de mouton, et rognons de veau. Rien que le nom, ça me suffit. Je ne peux pas dormir tranquille tant que je n'ai pas verrouillé toutes les portes et les fenêtres, plutôt 2 fois qu'une. Une grande brute comme ça qui viendra attaquer une pauvre vieille femme pour l'égorger dans son lit. Moi, je le lui couperais, sans hésiter. Ce n'est pas qu'un homme comme lui serait bien utile. Pourtant, ça vaudrait mieux que rien. La nuit, que j'étais sûre que j'entendais des cambrioleurs dans la cuisine et qu'il est descendu en chemise avec une bougie et le tisonnier en faisant autant de bruit qu'il pouvait pour avertir les voleurs, ça n'est pas pour ce qu'il y a à voler. Dieu sait, mais c'est l'impression. Surtout maintenant que Milly n'est plus là, quelle idée il a eu d'envoyer la petite là-bas à prendre la photographie à cause de son grand-père à lui. Il en a une façon de tirer ses plans sur la comète. Les derniers temps, je n'avais plus mes coudées franches avec elle dans la maison. Il fallait que je commence par mettre le verrou. Elle m'aurait fait piquer des crises de nerfs à entrer sans frapper quand j'avais mis la chaise contre la porte, juste au moment où je me lavais là en bas avec le gant éponge. C'était exaspérant. Et toute la journée à faire sa princesse, qu'on la mette sous clobe pour défiler devant 2 par 2. S'il savait qu'elle a cassé la main de cette petite statue de 4 sous avant de s'en aller avec sa négligence et sa brusquerie, elle ne voulait même pas m'aider à faire bouillir les pommes de terre. Au fond, elle a raison de ne pas vouloir abîmer ses mains. J'ai remarqué que c'était toujours à elle qu'il parlait à table les derniers temps. Il lui expliquait des choses dans le journal et elle faisait semblant de comprendre. Du reste, elle est maline. Elle tient ça de lui. Et il l'aidait à enfiler son manteau, mais si elle avait quelque chose qui n'allait pas, c'est à moi qu'elle le dirait, pas à lui. Il ne peut pas dire que je lui raconte des mensonges, n'est-ce pas? En réalité, je suis trop honnête. Je suppose, je pense que je suis finie, enfin lui, il pense que je suis finie et bonne à mettre au rencard. Ouais, pas du tout, plutôt le contraire. Nous verrons bien. Nous verrons. Ah, la voilà partie à flirter. Elle m'imite. Elle siffle, et ces petites tapageuses qui viennent la relancer. Est-ce que Milly peut venir, s'il vous plaît? Elle est très demandée. Ça vaut autant qu'il l'ait envoyée là où elle est.
Elle commençait à passer les bornes. Elle voulait aller à la patinoire et fumer leur cigarette en renvoyant la fumée par le nez. Je reniflais ça sur sa robe en caressant le fil avec mes dents quand je lui recousais un bouton. Elle ne pourrait pas me cacher grand-chose, c'est moi qui vous le dis. Mais j'aurais pas dû le lui recoudre directement sur elle. Ça prédit une séparation. Et il a fallu que je lui dise de ne mettre ses jambes en l'air comme ça sur le rebord de la fenêtre, exhibée à tous les passants. On la regarde beaucoup, comme moi quand j'avais son âge. Ah, c'est sûr, à ce moment-là, n'importe quel vieux chiffon te va bien. Et puis, elle est très... ne me touchez pas à sa manière. Et elle ne désirait même pas que je l'embrasse en partant. Eh bien, j'espère qu'elle trouvera quelqu'un pour faire ses 36 volontés, comme j'ai fait quand elle était couchée avec les oreillons et ses glandes toutes gonflées. Où est ceci, où est cela? Certainement qu'elle ne peut encore rien sentir profondément. Moi, je n'ai pas pu jouir complètement avant d'avoir combien? 22 ans à peu près. Ça n'allait jamais où il faut. Sottise et simagrée ordinaire des jeunes filles, et c'est tout. Et elle est toujours en extase devant toutes mes affaires, les quelques pauvres vieilles hardes que j'ai. Elle voulait se faire un chignon. À 15 ans. Ma poudre aussi, qui ne ferait qu'abîmer sa peau, elle a le temps pour tout ça, toute sa vie. Naturellement, elle ne tient pas en place. Elle sait qu'elle est jolie avec ses lèvres aussi rouges. C'est dommage que ça ne reste pas comme ça. Moi, c'était pareil. Mais ça ne sert à rien d'être une maman gâteau avec une créature qui te répond comme une haranguère parce que je lui demandais d'aller me chercher une demi-mesure de pommes de terre jusqu'à ce que je lui ai donné 2 magnifiques claques sur l'oreille. Attrape ça pour m'avoir répondu comme ça. Et pour son insolence, elle m'avait exaspéré à un point. C'est sûr, à me contredire, j'étais de mauvaise humeur aussi parce que quoi? Il y avait une mauvaise herbe dans le thé ou je n'avais pas bien dormi la nuit d'avant? Était-ce ce fromage que j'avais mangé? Et 100 fois, je lui avais dit de ne pas laisser les couteaux croisés comme ça. C'est parce qu'elle n'a personne pour la diriger, elle l'a reconnu elle-même. Hein. Eh bien, s'il ne la corrige pas, ma parole, je le ferai, moi. C'est la dernière fois qu'il a sorti le grand jeu des larmes. J'étais exactement pareil. On n'osait pas me donner des ordres chez moi. C'est sûr, c'est sa faute à lui de nous faire trimer ici, toutes les deux, au lieu d'avoir une femme à demeure. Est-ce que je n'aurai plus jamais une vraie domestique? Cette vieille Madame Fleming, vous êtes forcé de la suivre sur les talons pour lui mettre les choses dans la main, toujours à éternuer et à péter dans les casseroles. Évidemment, elle est vieille et sans péché, bonne affaire, que j'ai découvert ce vieux torchon à vaisselle tout pourri, qui puait, qui était perdu derrière le buffet de la cuisine. Je savais qu'il y avait quelque chose quand j'ouvrais la fenêtre pour faire partir l'odeur. Elle n'a même jamais fait fondre la graisse comme je lui avais dit. Et la voilà, mieux que rien, qui s'en va, sous prétexte que son mari, paralysé, va plus mal. Chez ces gens-là, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, une maladie, ou ils ont à subir une opération, ou si ce n'est pas ça, c'est la boisson, et la route coud. Je devrais encore me remettre en chasse pour quelqu'un. Chaque jour que Dieu fait, il me tombe une tuile. Doux Seigneur, enfin, quand je serai étendue dans ma tombe, j'espère que j'aurai un peu de repos. J'ai besoin de me lever un instant. Est-ce que, voyons, sapristi, ou voyons, oui, voilà que ça y est, oui, non, mais si c'est pas malheureux, parbleu, à force de me bourrer, de me labourer, de me trifouiller, eh bien, qu'est-ce que je vais faire vendredi, samedi, dimanche? Est-ce qu'il n'y a pas de quoi aller se fiche à l'eau, à moins qu'il aime ça? Et il y a des hommes qui aiment ça. Dieu sait que nous avons toujours quelque chose qui cloche. 5 jours, toutes les 3 ou 4 semaines, le déballage mensuel de rigueur. Écœurant. Écœurant. Voilà.
Merci. L'élucubration de Molly Bloom. Merci Delphine. Alors, avant de passer à un texte plus contemporain, j'aimerais savoir comment... alors, est-ce que c'est toi qui as choisi ce texte? Alors déjà, peut-être pour rappeler à nos auditeurs, aux auditeurs de Radio U, peut-être l'histoire de James Joyce et de Ulysse. Et ensuite, j'aimerais savoir ce qui t'a conduit, toi, à choisir ce texte. Comment tu l'as appris, répété, sans ponctuation, mis en scène? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire, les coulisses de cette mise en scène? Oui, en fait, moi j'ai découvert Molly Bloom avec... moi, je suis d'Angers à la base et j'ai vu Hélène Vincent jouer Molly Bloom au Nouveau Théâtre d'Angers. Et c'est un texte qui m'a vraiment marqué. Et quand j'étais à l'école de théâtre, on a eu comme une espèce d'exercice à faire de choisir un tableau au Musée des Beaux-Arts de Nantes et de faire un spectacle. Et moi, je me suis arrêtée devant Madame de Sénon de Indre. Et là, j'ai entendu la voix d'Hélène Vincent et j'ai entendu des bribes du texte. Et donc j'ai commencé, j'avais 20 ans et on a monté un extrait avec la traduction qu'en avait fait Yves Prunier pour Hélène Vincent. Et quand j'avais la compagnie du Chien Bleu, ça a été, je m'étais toujours promis quand j'avais 20 ans que quand je serais plus grande et un peu plus l'âge de Molly, je m'attaquerai à ce grand texte et c'est ce que j'ai fait donc avec la compagnie du Chien Bleu et tous mes compagnons artistiques, on s'est embarqués dans ce grand texte. Pour l'idée, c'était d'avoir peur, de se faire peur. Et c'est un texte qui fait extrêmement peur parce que le fait qu'il n'y ait pas de ponctuation, le fait qu'il n'y ait pas d'histoire linéaire, ça fait que Hélène Vincent disait que on se sent une espèce de goutte d'eau sur scène et c'est vrai. On a l'impression qu'on peut nous souffler dessus et s'envoler. Et donc voilà, on a décidé j'ai décidé de monter ce texte-là pour toutes ces raisons-là et puis aussi pour défendre aussi le fait que il y a des femmes qui peuvent subir des choses dans leur vie, mais quand bien même on a le droit de flasher, et on a le droit de faire en sorte d'être quand on a le droit de regarder des hommes et de fantasmer sans faire entre guillemets de mal à personne. Et puis Molly, je trouve qu'elle explique très très bien. Et puis vu qu'elle passe complètement d'une idée à une autre, elle est à la fois dans ses préoccupations de mère et puis dans cette préoccupation, le fait que son mari ne rentre pas et qu'elle l'attend. Hein, c'est le monologue de Molly Bloom. Normalement, elle est dans son lit et elle attend que son mari arrive. Un texte féministe, quand même. Très moderne, très contemporain. C'est très contemporain et puis oui, c'est quand même très très étonnant. C'est d'avoir écrit ce texte dans cette période-là et que ça résonne autant aujourd'hui. Nous dans notre adaptation, on a éludé les références en fait à la culture et à l'histoire irlandaise pour garder les spectateurs avec nous. Donc voilà en gros un peu l'histoire et on a vécu une aventure artistique assez. Ça devait être intense, hein. Ouais. Puis avec une superbe équipe comme j'ai eu la chance d'avoir, ça a été une très très grande aventure qui a laissé pas mal de traces. Oui, parce que et sans rentrer dans les oui. Le texte reste en fait. Oui. C'est complètement dingue. Ouais. Ça s'imprègne en toi. Et oui. Comment, sans rentrer dans trop de détails, mais comment tu l'as appris, répété, lu ou...
Alors, j'ai mis un an et demi à apprendre le texte, alors que j'ai quand même une bonne mémoire. Et j'ai travaillé avec, je la salue, qui vient de nous quitter, mais j'ai travaillé avec Hélène Serrano pour apprendre le texte. Mhm. Et pour faire en sorte... et j'ai travaillé avec pour trouver une note, parce que dans la version que nous on a proposée, je chuchotais pendant 1 heure et demie, comme si c'était des bribes de pensée qui lui arrivaient à l'instant, quoi. Et voilà, c'était pour pouvoir l'apprendre. C'est là aussi où j'ai énormément, avec Hélène, on a énormément développé d'images, parce qu'il y avait certains passages où c'était très difficile à apprendre, et j'ai vraiment approfondi ce travail autour de l'image pour pouvoir faire en sorte d'avoir comme une espèce de scan du texte en moi, quoi. Alors justement, l'image, j'allais t'en parler, c'est incroyable, j'allais justement t'en parler, parce que, eh bien, parmi les notes du stage que j'ai suivi avec toi, Portéo le texte, à Lambézélec, tu as expliqué que effectivement les images étaient un indicateur, enfin un appui, et qui permettait de soulever l'émotion et d'avoir une bonne géographie du texte. Et Confucius dit d'ailleurs qu'une image vaut 1000 mots. Ça veut dire que tu as créé des images pour visualiser certaines scènes, et c'est comme ça que tu as réussi à intégrer... À apprendre, oui. Oui. Là, je pense que sur ce texte-là, sans image, et puis faut tenir les spectateurs, hein, parce nous, on a choisi à ce qu'il n'y ait pas d'action. La seule action que j'avais, c'était de coudre, comme Pénélope avec sa, voilà, et de faire en sorte d'être immobile. Donc, si tu ne, en tant que comédienne, si toi tes images à l'intérieur ne sont pas fortes, tu peux pas transmettre. Hein, on est que des transmetteurs. Et donc en fait, là, mon intention, c'était vraiment de pouvoir embarquer les gens pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent y transposer leur propre histoire. Et c'était hallucinant de voir le retour des gens, à quel point les gens allaient dans leurs propres préoccupations intimes et personnelles. Voilà. Et moi, je pense que quels que soient les textes, alors beaucoup plus encore avec Molly, mais je pense qu'il faut toujours qu'on soit... C'est vraiment notre base de jeu pour pouvoir dire le mot. Si on est soutenu par une image, alors l'autre l'entendra, le spectateur l'entendra bien haut et fort, quoi. Pour moi. Eh bien, transition formidable. On va essayer de porter haut et fort mon propre texte. Ce soir, les élucubrations d'Hermeline proposent un extrait du texte de Hermeline seule en scène le 9 septembre à la Comédie du Finistère à Brest. Et nous allons aborder les premières fois. N'est-ce pas, Delphine? Tu es prête? Tout à fait. Je suis prête. Allons-y pour la mise en scène de cet extrait. Alors, j'essaie de me concentrer comme toi, Delphine. Promo golf, c'est toutes mes premières fois. Première fois à dîner seule le soir dans un resto chic. Premier pétard au bureau, avec Nathalie, qui bosse au Pro-Am, et Agnès, au tournoi Pro. On se roule des 5-6 feuilles dans le parking. On se relaie pour descendre les fumées. On revient défoncé. On fait le poirier dans les couloirs, on déclame du théâtre entre 2 appels à un sponsor. Et le soir, premiers apéros chez Louisette et Nicole, le bar du coin de la rue. Prémisse d'un alcool mondain. Premiers courriers institutionnels. Première formule de politesse et tournures habiles et élégantes. Premier Jéroboam que j'apprends à sabrer. Première intronisation. Première fête entre amis. Nous vient l'idée de prendre une Peugeot de société le jeudi soir, direction Deauville, pour une virée aux planches. Pour ceux qui ne connaissent pas les planches à Dove, c'est comme le Taonnet au Tressir. Le vendredi matin aux aurores, on est tous au garde-à-vous au bureau, curieux de la journée qui se présente. À cette époque,
Nos Je corps... peux t'arrêter Oui, ou tu veux dire? Je vas-y. peux t'arrêter? Mhm. Est-ce qu'on peut reprendre à première fête entre amis? En Oui. fait, là, tu as commencé à mettre un peu de ponctuation dans ton texte Oui. et à la manger. Tu te souviens que les virgules, c'est fait pour respirer, Oui. mais c'est aussi pour aider le spectateur à faire en sorte de mieux comprendre. Et là, nous vient l'idée de prendre une Peugeot de société le jeudi soir. Là, il y a une virgule. Mhm. Une inspiration, direction Deauville pour une virée aux planches. Point. Pour ceux qui ne connaissent pas, et entre virgules, les planches à Dove. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, tu es allé en TGV. Je n'ai Et, pas respecté ma ponctuation. Ouais, et puis toi, tu la connais parce que toi, tu as vécu l'histoire. Mais les gens n'étaient pas à Deauville à ce moment-là. Ni le personnage... Ouais. Alors, Voilà. ni le Parce que, en personnage, plus, pas encore. Voilà, c'est ça. Parce que, en plus, je te fais reprendre à ce moment-là parce que tu dis première intronisation. Et là, tu as laissé, dans la géographie du texte, tu as vraiment laissé un espace. Oui. Hein, et donc, l'espace, c'est une véritable respiration, un vrai silence pour les spectateurs pour pouvoir faire en sorte d'être complètement avec toi, quoi. Alors, chers auditeurs qui nous suivez sur Radio U ce soir, les élucubrations d'Armeline, 101.1 FM, je précise que je suis actuellement en cours de respiration avec Adélie, les déclameurs sur Instagram, qui donne des cours d'éloquence. Et elle m'apprend à respirer la respiration ventrale. Et je n'avais, je crois, jamais de ma vie respiré de manière ventrale. Ou alors, j'en ai pas le souvenir. Mais je suis plutôt en apnée, moi. Oui. Alors, passer de l'apnée à la respiration ventrale, il va falloir que je carbure un peu parce que mon spectacle, c'est dans un mois, pile. Et comme je découvre tout ça, eh bien, allons-y. Allons-y. Voilà. Première fête entre amis. Nous vient l'idée de prendre une Peugeot de société le jeudi soir, direction Deauville pour une virée aux planches. Pour ceux qui ne connaissent pas, les planches à Dove, c'est comme le Taonnet au Tressir. Le vendredi matin, aux aurores, on est tous au garde à vous, curieux de la journée qui se présente. À cette époque, nos corps ne trahissent rien des verres de whisky et de gin accumulés. Ça va pas durer. Parfois, on se retrouve dans une maison de campagne. Dans la grange, on joue au billard et aux fléchettes. Tout au bout de la nuit, quand il n'y a plus rien à boire et à fumer, on déchiquette les sacs poubelles pour finir les fonds de bouteilles et récupérer les mégots de clopes détrempés. Premier mensonge aussi. John rentre à Dove tous les vendredis. Il part aussitôt après le déj, nous laissant la responsabilité des tournois amateurs à Malo et à moi. À peine a-t-il appelé depuis sa voiture avec son Radiocom 2000 sous le tunnel de Normandie pour s'assurer que tout va bien, que Malo en profite pour se carapater à son tour. « Je te fais confiance, Elsa. Tu le diras pas, hein? Tu me couvres. » Premier réveil, au rythme du soleil. L'herbe fraîche, trempée par la rosée, le ciel flamboyant, le silence incandescent. Pensée vagabonde pendant 18 trous, 4 à 8 kilomètres. Regard échangé avec un faon, un renard. Première réflexion profonde. Méditer sur le fait qu'avoir un handicap au golf, c'est un privilège. Premier baptême de l'air. En avion. Est-ce que tu peux me pas chanter? Ah. Méditer sur le fait qu'avoir un handicap au golf, c'est un privilège. Premier baptême de l'air. En avion. En hélicoptère. Pour l'organisation de la journée presse du parcours dessiné par Jack Nicklaus à Bayeux en France et du clubhouse tout en or et en marbre. En montgolfière, à Annonay, grâce aux carrosseries et haillons Frappa. Première suite dans un palace. À chaque déplacement, j'appelle ma mère. « Maman, tu verrais où je suis ?» Je lui commente les cadeaux déposés sur l'oreiller, les corbeilles de fruits, les chocolats raffinés, les magnums de champagne dans les seaux.
Je prends la pause. Je prends la pause avec dans ma main. Ouais, tu vois, là, t'as pas respiré. Oui. T'as vu ça? Et en plus, c'est un peu, faut que tu les vois, toutes ces choses-là. Je lui commente les cadeaux déposés sur l'oreiller, les corbeilles de fruits, les chocolats raffinés, les magnums de champagne dans les seaux. Eh bien, en fait, Ouais, vas-y. Dans les seaux. Voilà. Ouais, voilà, voilà, c'est ça. Et vu que En fait, pour expliquer... il y a eu un problème de respiration. Alors, j'ai eu un problème de respiration, et pour expliquer aussi aux auditeurs ce qui fait buter parfois les textes, et pour t'expliquer à toi également, c'est que je sais que la phrase d'après, elle est un petit peu compliquée à dire, d'un seul trait, sans vraiment buter sur aucun mot, mais je ne veux pas la réécrire autrement. Et c'est vrai que dans la première phrase, je pensais déjà à comment ne pas planter la deuxième. Voilà. Et finalement, voilà, ça s'appelle anticiper. Et le temps de la scène, c'est l'ici et le maintenant, c'est le présent. Voilà. Et c'est ce qui est plus compliqué pour un comédien, de ne pas anticiper. Et là, c'est vraiment tout le travail, et que tu l'expliques là présentement très très bien, dans le sens où en fait tu stresses moitié de ne pas réussir ton autre phrase, alors tu te coupes ta respiration. Oui. Tu vois? Et bon, c'est pas toi en tant qu'Isabelle, c'est quasiment tout le monde. Il y a une espèce de réflexe comme ça, et qui finalement nous asphyxie, et puis on peut pas aller à la phrase d'après, tu vois. Donc c'est tout l'inverse qu'il faut faire. C'est plus on sait que ça va être compliqué, et plus il faut respirer, et plus il faut articuler, et plus il faut prendre son temps. Alors je vais recommencer. Est-ce que tu peux recommencer à première suite? Oui. Dans un palace. Première suite dans un palace. À chaque déplacement, j'appelle ma mère. « Allô, maman? Tu verrais où je suis? C'est dingue !» Je lui commente les cadeaux déposés sur l'oreiller, les corbeilles de fruits, les chocolats raffinés, les magnums de champagne dans les seaux. Je prends la pause avec dans une main mon vieux Paula, imitant la Vénus de Botticelli dans ma baignoire XXL en forme de coquillage nacré. Je me fais servir, dans mes draps en satin, un petit déjeuner archimboldien, avec la presse sur le plateau en argent, comme dans les films de Bébel. Première répétition en coulisses. Les soirs de compète que j'organise seule, dans mon lit, j'ouvre le dictionnaire de la bourgeoisie, le dictionnaire institutionnel, le dictionnaire du sponsoring, pour apprendre de nouveaux alphabets. Comme M. Jourdain, chaque soir, j'étoffe mon vocabulaire. Comme les rappeurs avec le thésaurus. C'est MC Solar, le premier, qui m'a donné l'idée. Dans une interview, il expliquait que chaque jour, il apprenait une page du Robert, la lettre A, la lettre B, la lettre C, en entier. C'est ainsi que qui sème le vent récolte le tempo. Premier cadeau de luxe. J'ai habillé mon père pendant des années avec mes dotations de polos, de pulls et de blousons. À ma mère, j'ai réservé les foulards siglés les plus chics. J'ai même offert à mes parents une chambre au Martinez à Cannes. Bon, c'est sûr, ce n'était pas la plus grande des chambres du palace, mais elle avait la vue mer avec un petit balcon. Sauf que mon père, c'est le genre de type jamais redevable. Offrir une chambre au Martinez à mon père, c'est comme offrir un resto 3 étoiles à Philippe Etchebest. C'est comme offrir... Non. On reprend. Ouais, offrir une chambre. Offrir une chambre au Martinez à mon père, c'est comme offrir un resto 3 étoiles à Philippe Etchebest. Il te remercie, et puis il démonte la recette pendant 3 semaines. Tout ça pour dire que finalement, à Promogolf, j'en oublie d'être hippie. On me remarque en Adidas ou en Chippy. Je roule en Z3. Une Rolex au poignet gauche, au droit, des bracelets Force 10. Tout en alternant mouette et chandon, ruinard et Vittel au repas. Première boulette. On nous envoie, Malo et moi,
organiser la finale du Challenge Fred Joyer à Trouville. C'est moi qui conduis le combi. C'est moi qui conduis le combi pour la première fois 100 heures. Nous préparons le parcours, vérifions les greens, les roughs, les putting areas, installons les banderoles, les fanions, les leaderboards, vérifions les cadeaux pour la remise des prix, le matériel, carte de score, tease, cadeau de départ, nos tenues, le cocktail avec le traiteur et... Oh putain, merde! On a oublié les montres et les parures de la vitrine Fred Joyer que nous devons installer dans le clubhouse. Et comme si cela ne suffisait pas, ce tournoi est le premier et restera le seul et unique à l'occasion duquel Monsieur Fred Joyer en personne décide de se rendre. Fière allure, canne sculptée en main, costume rayure tennis à la De Niro. Vigilant et exigeant, il furette, l'œil alerte. Il nous demande où se trouve la vitrine avec ses parures. On a oublié les coffrets, monsieur, on n'a pas installé la vitrine. Oh, ça va, il n'y a pas mort d'homme non plus, c'est la première fois, je lui dis. Autant dire que monsieur Fred Joyer prend la situation avec tact et panache sur place. Nulle effusion, pas un soupçon de mépris sur son visage. Mais il ne manque pas d'adresser un courrier accablant dès le lendemain. Cependant, nous avions ressenti quelques remords, Malo et moi. Aussi, à l'heure où il est encore possible d'acheter un billet de train, Malo décide de rentrer à Paris récupérer les coffrets du Joyer. Il a vérifié les horaires sur le Minitel. Alors là, par exemple, j'ai buté. Ouais. Je trouve que c'est intéressant parce que je le fais en conscience quasiment. Ouais. C'est intéressant parce que là, j'étais en train de comme je sais la chute, alors je vais dire, il a vérifié les horaires sur le Minitel. Et bon, c'est une phrase que j'ai rajoutée récemment parce qu'on est dans les souvenirs vintage. Et à l'époque, on relisait tout ça sur le Minitel. Il n'y avait pas de smartphone, évidemment. Et donc, j'étais en train de me dire que j'étais contente et fière de moi d'avoir rajouté l'objet vintage. C'est hyper intéressant, ça. C'est hyper intéressant parce que justement, quand on parlait de l'ici et maintenant, et c'est ça le problème de la pensée quand on est sur scène, c'est-à-dire que là, tu es juste sur un mot qui est hyper simple, Minitel, et tu dis, waouh, c'est génial, j'ai réussi, ça me fait encore un autre souvenir vintage, et tac, t'es parti. Mais oui. Tu vois, et ça, c'est la plus grande complexité pour tous les comédiens, d'être concentrés tout le temps, pour ne pas partir. Mais entre parenthèses, là, t'as vu que je t'ai pas arrêté, et qu'il n'y avait pas de chanson, qu'il y avait de la respiration, et tu sens, t'as senti? Ben, j'apprends vraiment à respirer, hein, donc je fais plein d'exercices, je répète. Alors c'est très récent, donc c'est pas encore complètement abouti, mais en tout cas, moi déjà, je me sens mieux. Et même ici, chers auditeurs, sur Radio U, en direct, 101.1 FM, il n'y a même pas un seul bug technique ce soir. Et je ne stresse même pas pour la technique. Comme quoi. La respiration, c'est quand même la clé de l'existence, hein, j'ai l'impression, cette histoire de respiration. C'est bêtement la vie, hein. C'est bêtement la vie. Voilà, à 58 ans. Il n'est jamais trop tard, chers auditeurs, pour découvrir la vie. Hein. Mais tout à fait. J'ai eu un stagiaire de 82 ans et qui me disait qu'il n'était jamais trop tard pour apprendre encore et toujours des nouvelles choses. C'est formidable. Le théâtre mène à tout. Ça, c'est clair. Alors bon, vous connaissez donc la fin. Malo décide de rentrer on décide de récupérer les coffrets du Joyer. Il a vérifié les horaires sur le Minitel. Nous convenons d'un plan. J'appelle mon père, à qui je transmets les codes d'accès de l'agence et ceux des coffres blindés. Il accepte de prendre le train depuis Paris pour retrouver Malo dans une gare à mi-chemin. Entre les deux hommes, il y a remise des parures sur un quai de gare embrumé. Échange de gangsters sous le halo d'un lampadaire qui grésille. Même Simenon n'y aurait pas pensé. À votre avis, chers auditeurs de Radio U 101.1 FM, combien valait ce butin qui pour nous ne signifiait rien? Quoi qu'il en soit, mission réussie. La vitrine a trouvé sa place dans le clubhouse
et les parures en diamant éblouissent. Sauf que Monsieur Fred Joaillier a déserté. C'est là que LP, notre président, pète un plomb. John, cette fille est nulle. Elle ne sait rien faire, ni écrire un courrier, ni téléphoner, même pas capable d'aller organiser un tournoi avec les bijoux du sponsor. Je la vire. Ce qui m'a sauvé, chers auditeurs de Radio U 101.1 FM, c'est pas vraiment mon potentiel. Même si John était sûr d'en avoir décelé un chez moi. Aujourd'hui encore, je me demande si John n'était pas tombé amoureux, que se serait-il passé? Dans les faits, ce qu'il s'est passé, c'est que très vite, il n'a plus été question de me virer. John et moi, on finit même par former l'équipe qui gagne, à l'agence, auprès des sponsors, des joueurs, des golfs, des médias. Jusqu'à cette finale de la Carlton Golf Cup à Cannes. Depuis peu, Promo Golf Côte d'Azur a ouvert. C'est moi qu'on envoie en repérage à Cannes auprès de Philippe, le tout jeune directeur. Je suis hébergé au prestigieux hôtel Carlton Intercontinental. Accès à la plage, la piscine, la salle de sport. Je me prends pour Pretty Woman. Et je profite de chaque seconde. En fait, désormais, je me sens carrément à ma place dans cet univers. Peut-être un peu trop. John se pointe 1 ou 2 jours plus tard. Il prend possession de sa chambre dans laquelle il ne mettra pas les pieds. Comme à chaque tournoi qu'on organise ensemble, il me rejoindra dans la mienne. Pour une raison qu'on ignore encore, on m'accorde systématiquement les plus belles chambres. Quant à lui, John, le boss, se retrouve toujours dans des chambres avec vue sur la cour et les poubelles. Après avoir déposé sa valise, John me retrouve pour déjeuner dans le jardin art déco du palace. Après avoir déposé sa valise, Merci. John me retrouve pour déjeuner dans le jardin d'hiver art déco du palace. Wayfarer, polo Lacoste rose, pull en V Glenmuir sur les épaules, pantalon à pince Cerruti, mocassin à gland. Putain, cette chambre, Elsa, c'est un placard. Ils se foutent de ma gueule. Et on va encore se taper un croque-monsieur même pas cuit pour 50 balles. Je vais en rester là pour ce soir, parce que je n'ai pas envie de dévoiler la fin de mon histoire. Et cela peut être l'occasion, chère Delphine, de donner quelques conseils aux auditeurs de Radio U qui auraient envie de prendre des cours de théâtre, de monter un spectacle sur scène. Je voudrais bien qu'on reparte sur quelques notes que j'avais prises du stage que j'avais suivi avec toi, où tu identifies certains points. Alors, je vais peut-être te laisser en parler mieux que moi, mais alors, la ponctuation, on a vu pas mal ce soir en temps réel et de manière concrète plusieurs aspects déjà. Oui. Mais tu identifies également la gestuelle, le regard et évidemment la voix. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ces 3 points qui sont quand même des points clés là? Effectivement, la gestuelle, elle permet de soutenir le texte, de faire en sorte de l'animer. Hein, quand on est en lecture, quand on est en jeu, très 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 souvent, quand on travaille un personnage, on travaille toujours la gestuelle du personnage. Mais quand on est en lecture, on peut aussi faire en sorte de rendre vivant notre texte. Et la gestuelle, donc ça c'est Jacques Lecoq qui a vu qu'en fait il y a quatre types de gestuelle. La gestuelle d'indication, le 1, 2, 3, le petit, le grand. La gestuelle d'action qui pour moi ressemble presque au mime. Et la gestuelle qui est en lien avec l'émotion, qui est très spécifique.
Et puis surtout l'accompagnement de la parole qui permet de faire en sorte de tenir les spectateurs en haleine parce que ils ont toujours besoin de regarder quelque chose. Hein. C'est-à-dire que pour pouvoir écouter, il faut pouvoir faire en sorte que notre attention se pose sur quelque chose. Et la gestuelle permet ça. Par rapport au... Ouais, oui. Par rapport au regard. Oui, alors avant de passer au regard... quelque chose par rapport à la gestuelle ? Oui, je voulais... par exemple, sur le texte que je viens de lire, oui. Bon, moi j'aurais un pupitre sur scène et j'aurais un micro et je lis mon texte. Hein, donc ça, c'était le prérequis. Quelle gestuelle tu pourrais conseiller ? Parce que je n'aurai pas le texte en main, donc j'aurai les bras ballants, si on veut. On va partir de bras ballants. Et d'ailleurs, j'ai appris à ton stage, et ça m'a marqué, que les deux mains ne sont jamais au même niveau. Sinon, ça signifie qu'on ment, qu'on n'est pas dans la vérité. En fait, dans la vie de tous les jours, quand on observe les gens, en fait, on observe que y a toujours une main qui est plus haute que l'autre, et quand on change d'idée, très souvent, en fait, on change de main, et le fait qu'on ait le logos, qu'on ait la pensée, fait que, en fait, dans la vie, on a très rarement les mains sur le même niveau, sauf quand on ment ou quand on veut manipuler les gens qu'on a en face de nous. Mais oui, c'est important de bien faire attention à cette chose-là. Et puis en même temps, le fait de se dire qu'il y a deux auteurs différentes, ben c'est techniquement. Hein, quand on est des fois un peu perdu, de se dire techniquement, j'ai au moins les deux mains, parce que quand on prend la parole, il faut s'investir, et pour s'investir, surtout quand on est en lecture propre, les mains permettent de faire en sorte de rentrer dans cet investissement, ne jamais avoir les bras ballants, justement, d'avoir au moins au minimum les mains sur le pupitre. Et puis moi je dis souvent que le pupitre c'est une piste de décollage, et que la gestuelle elle peut complètement naître à partir de cette piste de décollage. Et quand on a les bras comme tu dis ballants, ou quand les mains ne vivent pas, en face c'est très très dur de se projeter. Alors, transition pour en venir au regard. Donc, ce qui permet de créer ce lien, cette interaction avec le public, c'est le regard. Tout à fait. On a besoin, quand on est spectateur, on attend d'être privilégié. Et un acteur qui ne va pas nous regarder, ou un orateur qui va pas amener le regard vers nous, on se sent très vite exclu. Quand on se sent exclu, on a une espèce de sensation très désagréable. Et une fois qu'on est en train de vivre et de sentir qu'on a cette sensation-là, on n'est pas déjà parti du texte. Sauf que si l'acteur partage bien son regard et fait en sorte de bien englober, comme je dis, englober vraiment le public dans son entièreté, dans ces cas-là, on perd beaucoup moins de spectateurs. C'est un gros travail, mais qui est important à faire. Alors, il y a des années de ça, quand j'ai commencé, quand j'ai intégré le groupe La Poste, j'avais pris des cours d'art oratoire, et mon prof, qui était Stéphane André, m'avait conseillé de fixer mon regard sur au moins une personne dans la salle avec qui il y a une vraie interaction. Ça oblige à la concentration, et ça rassure. Est-ce que tu conseilles ça ? Parce que là, tu parles d'englober. Voilà. Alors, c'est possible d'avoir sa cible. C'est-à-dire que, mettons, je choisis ce spectateur-là, j'ai ma cible, c'est vers lui que je vais donner mon texte. Mais pour pouvoir éviter cette sensation désagréable que peuvent ressentir parfois les spectateurs de ne pas se sentir pris, on peut travailler de faire en sorte d'aller chercher le regard à l'extérieur et puis revenir régulièrement à sa cible. Pour faire, si on l'adresse qu'à une seule personne ou comme dans une seule direction, évidemment que c'est possible, mais
on est toujours obligé d'aller chercher les autres pour les ramener vers notre cible. C'est très important. De pas faire de de n'exclure personne, de ne frustrer personne. Ah ouais. Parce que en plus, parfois, certains spectateurs peuvent ne pas avoir de réaction. C'est pas pour autant qu'ils ne sont pas dans une écoute active à leur manière. Ouais. Voilà. Et puis parfois, certains spectateurs n'aiment pas être regardés, mais pour autant, de se sentir inclus dedans, c'est pas la même chose. Tu vois ? Il faut qu'on puisse aller les chercher. Puis il y a des gens qui ont des fois des regards fuyants, et quand on va si le regard est fuyant, des fois c'est parce que la pensée est partie. Donc il faut les ramener pour qu'on puisse partager le texte jusqu'au bout, quoi. Et partager nos souvenirs vintage, puisque c'est ça l'objectif, je rappelle. Et tout à fait, et de donner aux gens l'envie de raconter ses 20 ans. Voilà, c'est ça. Sa première expérience, ses premières fois. Pour terminer, il nous reste 3 minutes. On a le temps de terminer avec la voix. Donc, tu donnais également des conseils concernant la voix. Et un en particulier m'a marqué, c'est la voix s'adapte à dépend de la morphologie. Qu'est-ce que tu entends par là ? Disons que la voix, elle est composée de trois choses, oui, c'est ça. Et que notre morphologie, fait partie de notre timbre de voix. Notre timbre de voix, il est ce qu'il est de par ce qu'on a vécu, de par ce qu'on est le jour J. Hein, quand on a traversé de grandes même si on prenait qu'une seule émotion, le timbre de notre voix est particulier. Et voilà, donc il y a 3 facteurs qui font qu'on a le timbre de voix qu'on a, et notre morphologie en fait partie, bien sûr. Très bien. Eh bien, Delphine, chère Delphine, je te remercie. Je suis ravie d'avoir partagé avec toi ces 2 émissions, le 12 juillet, qui est déjà en replay sur toutes les plateformes de streaming, sur Radio U, sur ma chaîne YouTube, et ce soir, cette émission. Je te propose le 6 septembre, le dimanche 6 septembre, donc j'entame ma saison 2 sur Radio U 101.1 FM. L'horaire change, je commencerai à 21h30 et j'aurai 1h30 d'émission au lieu de 1h jusqu'à présent. Et j'ai proposé à Hugo Laborie de venir, à Steve également, et je te le propose également, pour faire une sorte d'émission débrief à 3 jours de mon spectacle. À 3 jours de ton spectacle. Donc, si tu es disponible, avec plaisir. Hein, on va revoir ça, mais oui, pourquoi pas. L'idée. En tous les cas, moi, je te félicite pour ton idée parce que je trouve que c'est plutôt, c'est novateur et puis c'est assez étrange. Je trouve ça assez chouette de faire ce que tu as proposé là, de travailler en direct. C'est gentil, merci. En tout cas, c'est moi qui vous remercie, Steve, Hugo et toi. Et Adélie aujourd'hui, mais Adélie peut-être interviendra également. Mais vous m'avez fait progresser à une vitesse accélérée et c'est vraiment, c'est hyper généreux, quoi. Je trouve de vous avoir à côté de moi, c'est très généreux. D'ailleurs, les retours sur les réseaux sociaux vont dans ce sens, quoi. Tout le monde trouve que c'est un concept original, concret et généreux. Alors merci à toi, Delphine. Merci Isabelle et puis que tout aille bien le 9 septembre et oui. En espérant qu'on puisse se reparler le 6. Alors l'émission Les Élucubrations d'Hermeline, donc ce soir sera en replay dès demain un peu partout. Et vous, quel est votre souvenir vintage ? C'est là-dessus qu'on se quitte. Très, très bonne soirée et bel été, chers auditeurs. Pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances. À bientôt, bye bye. Bye bye, merci. Les Élucubrations d'Hermeline sur Radio U 101.1 FM.